L'histoire d'aujourd'hui sera un peu spéciale. Alors oui, vous l'aurez compris en lisant le titre de la vidéo, on va de nouveau parler d'un Lost Media qui a refait surface. Mais ce coup-là, je vous garantis que ce sera un peu différent de d'habitude. Déjà parce que l'histoire que renferme cette VHS est incroyable, et que cette fois-ci, même s'il me reste quelques doutes, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fake ou d'un potentiel ARG. Il y a en effet de grandes chances pour que cette VHS soit bel et bien passée des mains d'un agent spécial du FBI aux étals d'un dépôt-vente de Portland avant de se retrouver sur YouTube. Laissez-moi donc vous présenter l'incroyable histoire de la VHS sur laquelle avait été écrit à la main Jerry Hill 199M NY 25 29 58. La vidéo initiale dure 8 minutes et 51 secondes et n'a pas de son. Si vous voulez la regarder entièrement, le lien est en description. Allez, c'est parti. L'enregistrement commence par une quinzaine de secondes d'écran violet. Un glitch fait apparaître un nouvel enregistrement d'une émission mexicaine de la fin des années 80 nommée Cámara Infraganti. Et puis un écran noir, et en sous-titre, un énigmatique Good Boy. Quelques secondes après, le caméraman fait un plan serré sur des VHS posés sur un tissu rappelant un camouflage militaire, ainsi que sur un article de presse qui semble avoir été bien mis en évidence. D'ailleurs, la personne qui filme zoome carrément sur l'article, et il est possible d'en lire le titre. L'homme accusé d'avoir dispersé des gaz nocifs irritants à Disneyland a été arrêté. À 1 minute, un nouveau plan qui est accompagné du sous-titre « Les invités morts ». Pendant plus d'1 minute, la personne montre les différents portraits, toujours sans dire un mot. Et un nouvel écran noir, qui dure une dizaine de secondes avec le sous-titre « Nerve Gas », qui fait référence à un agent innervant, un poison mortel qui affecte le système nerveux. Et puis « Made Easy », que l'on pourrait traduire par « fait facilement ». Ensuite, on voit tout un tas de matériel semblant avoir été placé avec méthode. La personne qui filme répand un liquide semi-visqueux et transparent sur un plateau. Le caméraman se saisit ensuite de pinces, et montre qu'il y a plusieurs bocaux qu'on imagine remplis de composés chimiques. La caméra balaie l'installation pendant quelques instants, puis zoome sur une grosse horloge en carton accompagnée d'un calendrier. Et clairement, on dirait que la date précise du vendredi 14 avril 1995 à 21h semble avoir une grande importance. À 4 minutes 56, c'est le retour de l'écran noir et du dead guest, sauf que cette fois-ci, ça enchaîne sur ce que j'imagine être des produits chimiques. Il y a des paquets qui semblent être stockés dans un frigo, puis le caméraman fait des trucs bizarres avec son doigt et nouveau plan, sur une avenue avec des voitures qui passent et retour de dead guest. Quelques secondes après, c'est le glitch, et retour à la série mexicaine, où on voit d'ailleurs un mec tomber 2 fois dans un rodéo en 30 secondes. Une première fois par l'animal, et une deuxième fois par la barrière. Et glitch. Ensuite, des enfants autour d'une fontaine, et puis écran bleu glitché pendant les 2 dernières minutes de l'enregistrement. Bon, voilà, vous avez autant d'informations que moi sur ce mystérieux enregistrement. Et c'est quand même un peu flippant, non ? C'est flippant parce qu'à ce stade, il est difficile de savoir si c'est une vidéo récente, éditée pour avoir l'air de venir du début des années 90, faite par quelqu'un qui veut très certainement démarrer un ARG, ou bien si c'est un enregistrement authentique de l'époque. Si c'est un ARG, je ne vois pas vraiment quel autre indice il peut y avoir, à part la date du 14 avril 1995, qui est d'ailleurs une date qui est passée depuis pas mal de temps déjà. Du coup, il pourrait s'agir d'une vraie vidéo, d'un vrai enregistrement de quelqu'un qui souhaitait utiliser des armes chimiques. Mais pour en être sûr, il va falloir faire quelques recherches. D'abord, on va s'intéresser à la manière dont cette vidéo a été rendue publique. En apprenant plus sur l'objet en lui-même, on trouvera peut-être quelques informations sur l'enregistrement. Et bon, avant d'entrer dans les détails, on va faire un petit résumé rapide pour les gens qui n'ont pas connu l'ère des VHS et des magnétoscopes. Dans les années 90, il y avait des VHS partout, parce que ces merveilleux objets étaient utilisés pour regarder des films achetés ou loués, mais également pour enregistrer du contenu. Les vidéos de famille, les anniversaires, les événements de la vie en général, mais principalement des moments joyeux. Grâce aux VHS et aux magnétoscopes pour les lire, on pouvait faire bien des choses, et notamment éditer ses propres vidéos en réenregistrant par-dessus. Du coup, la vie d'une VHS vierge était généralement mouvementée, et une même bande pouvait contenir le début d'une cérémonie de mariage, puis 30 minutes de match de foot, et la fin d'un film qui passait à la télévision. Un enregistrement, en remplaçant un autre, les VHS devenaient, après quelques années d'utilisation, des palimpsestes d'images et de sons.
Du coup, dans l'enregistrement dont on va parler aujourd'hui, il n'est pas anormal qu'il y ait des glitches et des extraits d'une série télé. Bref, un jour le DVD est arrivé et en quelques années seulement, l'immense majorité des VHS sont partis dans les caves, les greniers, les rues et pour l'immense majorité d'entre elles, à la décharge. Du coup, des tonnes de VHS renfermant des petits morceaux de vie se sont retrouvés éparpillés dans la nature. Et si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il y a des groupes de gens avec des passions très précises et originales dont vous n'imaginez même pas l'existence. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ceux qui achètent et trouvent des VHS maison et qui décident de regarder ce qu'il y a dessus par pure curiosité et d'uploader le contenu sur leur chaîne quand ça leur semble intéressant. On va parler d'eux parce que sans l'intervention de ces personnes-là, cet enregistrement aurait certainement été définitivement perdu. Tout a commencé sur la chaîne de Dr Rip VHS. Dans la section à propos de sa chaîne, on peut lire la description suivante. Salut, je m'appelle Dr Rip. Sur cette chaîne, je vais uploader des Lost Media que j'ai sauvés de la benne à ordures. Mon objectif est de créer une capsule temporelle avec tout ce qui était sur le point d'être perdu. Et avec près de 600 uploads en moins de 2 ans, la chaîne de Dr Rip est rapidement devenue une référence au sein de cette communauté. Et c'est donc le 9 juillet 2021 que Dr Rip a uploadé cette vidéo sur sa chaîne. Voyons sa description de l'enregistrement. De toutes les VHS hantées que j'ai trouvées, je crois que celle-ci est la pire. Il y avait un bout de scotch avec un truc écrit dessus. Est-ce que quelqu'un a un moyen de savoir d'où ça vient ? Bon, franchement à première vue, ça fait un peu gros. Le coup de la cassette trouvé par hasard, on connaît ça bien sur cette chaîne. Mais là, c'est un peu différent. Déjà, Dr Rip est clairement quelqu'un qui upload de vieilles cassettes qu'il trouve ici et là. Ça veut donc dire qu'en termes de probabilité, si quelqu'un devait tomber sur une VHS égarée ayant appartenu à quelqu'un qui préparait une attaque chimique, eh bien, c'est bien ce type de collectionneur. Du coup, le fait que ça vienne de Dr Rip crédibilise grandement la chose. Mais gardons notre esprit critique et tentons de trouver plus d'éléments. Intéressons-nous à ce qui était inscrit sur la VHS, et plus particulièrement le numéro qu'il est possible de trouver à la fin. 199 M, NY, 25, 29, 58. Alors, pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand un des membres de la communauté du youtubeur américain Barely Sociable a vu ce code, il a directement compris à quoi ce numéro faisait référence. Et grâce à lui, cette suite aléatoire de numéros faisait désormais sens. On peut donc le remercier pour ses recherches, car sans son intervention, il y a de grandes chances pour que cet enregistrement n'ait jamais reçu toute l'attention qu'il méritait. Voilà ce qu'il a remarqué. Les chiffres sur l'étiquette de la VHS suivent le format de système de numérotation des dossiers centraux du FBI. En gros, il s'agit du système de numérotation des dossiers pour qu'ils puissent être facilement retrouvés après qu'ils aient été archivés. Et effectivement, ça semble plutôt bien collé. Pour faire simple, le premier élément, 199, fait référence aux affaires de... Bon, je peux pas prononcer le mot dans cette vidéo, mais vous pouvez le lire par vous-même. C'est-à-dire que ça concerne des archives de la branche du FBI en charge de déjouer les attaques qui menacent le sol américain. Et le M, qui est juste après le 199, eh bien il semblerait que ça signifie que le groupuscule en question ne représentait qu'un petit nombre de membres. C'est un peu la catégorie divers des services du FBI. Le NY, quant à lui, indique l'origine du dossier, donc ici vraisemblablement New York. Et généralement, il y a entre 3 et 6 chiffres qui indiquent le numéro de dossier à proprement parler. Bon, on a donc un enregistrement flippant d'un mec qui mélange des produits chimiques, qui zoome sur un article de journal qui parle d'une attaque au gaz dans un Disneyland, et sur la cassette, une suite de chiffres et de lettres qui matchent parfaitement avec le thème même de l'enregistrement. Tout ça ne pourrait être qu'une simple coïncidence. Et puis, peut-être que ça n'est qu'un hasard si le code inscrit sur la VHS correspond au système d'identification des dossiers du FBI. Creusons un peu plus. Intéressons-nous maintenant à ce nom, Jerry Hill. Quand on tape Jerry Hill sur Google, la seule chose que l'on apprend, c'est que ce patronyme est très courant aux États-Unis. Mais ça, on s'en doutait déjà. Mais si on rajoute FBI derrière, on peut tomber sur ça. En 2007, un agent spécial du FBI de Portland, en Oregon, a déposé une plainte contre ses employeurs car il l'aurait viré parce qu'il était devenu trop vieux. Et dans ce document, il y a tout un récapitulatif du parcours de Jerry Hill. Et oui,
Il y a bien eu un Jerry Hill qui travaillait dans les années 90 au FBI, dans le département dont nous avons parlé tout à l'heure. Bon, est-ce qu'il se pourrait que le FBI ait donné des cassettes de l'enregistrement d'un groupuscule préparant une attaque à ses enquêteurs? Et serait-il possible que ce bon vieux Jerry ait tout simplement perdu cette cassette? Et encore plus fou que cette VHS ait été trouvée par un type dont la passion est d'uploader des vieux enregistrements oubliés. Ça commence à faire vraiment beaucoup de coïncidences, mais en même temps, il y a pas mal d'éléments qui me laissent penser que ça n'est pas une mise en scène, et que c'est peut-être réellement un élément d'archive du FBI qui s'est retrouvé dans la nature. Revenons à un élément que j'ai volontairement négligé jusqu'à présent, l'article de journal. Cet article est sorti dans l'édition du jour du Orange County Register, du 1er avril 1995, et nous apprend que ce jour-là, un homme avait faiblement intoxiqué une trentaine de personnes à Disneyland. Du coup, le fait que cet article parle de ce type d'incident, que la personne qui filme zoome dessus en ayant écrit « Bien joué mon gars », qu'il y a écrit « Nerve Gas », qu'il nous filme ensuite tout un tas de portraits avec écrit « Dead Guest » et qu'on voit très clairement le caméraman manipuler des produits chimiques, tout ça semble, une fois de plus, très cohérent. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet enregistrement? Creusons un peu plus pour espérer en apprendre davantage. Déjà, que s'est-il passé le 14 avril 1995 à 21h? Eh bien, dur à dire. Mais en tout cas, on sait que le 13 avril, donc juste un jour avant, la sécurité de Disneyland a reçu une mystérieuse VHS montrant un homme portant des gants en plastique manipuler des produits chimiques. Le porte-parole du parc, Tom Brocato, avait naturellement pris contact avec les autorités et remis la cassette aux enquêteurs. Et avec cette VHS, une lettre, dans laquelle il était précisé qu'une attaque semblable à celle du métro de Tokyo, qui s'était déroulée quelques semaines plus tôt, le 20 mars 1995, allait frapper le sol américain. Mais en regardant les articles de presse des jours qui ont suivi, on peut lire que cet enregistrement était en réalité un hoax. Ok, mais est-ce qu'on en est vraiment certain? Quand le journaliste a écrit son article, il était peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la secte japonaise Aum Shinrikyo, ou l'ordre de la vérité suprême? Dans l'écosystème des sectes, il y a toujours eu des profils assez variés. Il y a celles qui sont juste très perchées mais qui font leur truc dans leur coin, et puis il y a celles qui attendent l'apocalypse, qui font des choses totalement absurdes et qui veulent, au final, buter un maximum de gens pour X ou Y raison irrationnelle. Et bon, pour Aum Shinrikyo, on est totalement dans cette deuxième catégorie. Le mouvement de la vérité suprême a été créé au Japon en 1984 par un dénommé Shoko Asahara. Pour résumer rapidement, Shoko Asahara était atteint d'un glaucome étant enfant, le rendant quasiment non-voyant d'un œil. Il a donc été envoyé dans une école pour enfants atteints de cécité, mais comme il pouvait tout de même voir d'un œil, il en profitait pour racketter ses petits camarades de classe. Plus tard, il est devenu acupuncteur, spécialiste de la médecine chinoise traditionnelle, herboriste, guérisseur énergétique et professeur de formes très ésotériques de yoga. Ce qui est, ne nous voilons pas la face, de bons secteurs d'activité pour développer une pensée totalement bullshit et faire perdre petit à petit pied les gens qui le suivent du réel. Et il est aussi possible de rajouter que le leader prétendait pouvoir léviter, voir dans le futur, à travers les murs, etc. Et je ne vais pas trop m'étendre sur l'histoire de ce mouvement car je compte vous en reparler plus longuement dans une prochaine vidéo. Donc allons directement à l'essentiel. Le moment qui a fait passer Aum Shinrikyo, d'une secte qui agissait dans l'ombre, à ennemi numéro 1 de l'État japonais. Le 20 mars 1995, des membres de la secte ont attaqué le métro, en y répandant du gaz sarin faisant ainsi 13 morts et 6300 blessés. Le gaz sarin qui a été utilisé est justement un agent innervant qui provoque la mort de quiconque entre à son contact. Et en anglais, on appelle ça les nerve gas. Quelques jours après la parution des articles expliquant que la VHS reçue par Disneyland était un hoax, le FBI arrêtait 2 hommes japonais à la sortie de l'aéroport de Los Angeles. Et d'après certains articles de presse, on peut lire qu'ils transportaient sur eux des instructions écrites concernant la fabrication d'agents innervants, ainsi qu'un calendrier de l'année 1995 où 3 dates avaient été entourées, les 14, 15 et 16 avril. Mais en lisant d'autres articles, on apprend que les 2 hommes ont été relâchés faute de preuves.
Et bon, vu le contexte de l'époque, et à quel point l'attaque du métro de Tokyo avait traumatisé le monde entier quelques semaines plus tôt, on peut imaginer que si les 2 hommes ont été relâchés, eh bien c'est qu'il n'y avait aucune preuve tangible contre eux. Mais encore faut-il pouvoir accorder du crédit à l'article qui dit qu'ils ont été relâchés. Après avoir recoupé pas mal d'articles de 1995 sur le sujet, j'ai pris pleinement conscience à quel point l'état de la presse généraliste d'information était déjà à l'époque catastrophique. Toutes les rédactions se contredisent les unes les autres, et il n'y a jamais la moindre mention des sources des informations données. Donc pour être honnête avec vous, à ce stade, je suis un peu perdu. Est-ce que cette cassette était une mauvaise blague ou une vraie menace? Eh bien, ce sera à vous de vous faire votre avis. Mais sachez simplement qu'en tant que bon gourou de l'apocalypse, Shoko Asahara avait prophétisé que quelque chose d'horrible allait se produire ce jour-là. Mais a priori, rien ne se passa. Pourtant, cette date match avec une des 3 dates entourées par les 2 Japonais qui auraient été arrêtés à l'aéroport. Et même si les gourous illuminés ont l'habitude de prophétiser des événements qui ne se produisent jamais, c'est quand même un peu troublant, non? Surtout quand on sait que le leader Dom Shinrikyo faisait souvent en sorte d'investir tout l'argent que lui donnaient ses fidèles dans la réalisation de ses prophéties. Et de l'argent, la secte en avait beaucoup. Le nombre d'attaques qui avaient été planifiées contre des populations civiles donne le vertige. Et à en croire les rapports disponibles en ligne, il semblerait que beaucoup de projets n'ont pas pu être mis à exécution. Et d'ailleurs, les auteurs de ce récapitulatif des attaques Dom Shinrikyo précisent eux-mêmes que cette liste ne se prétend pas exhaustive. Donc, quand on sait que Asahara a été arrêté en mai 1995 et que quelques mois avant sa capture par les autorités japonaises, la secte avait entrepris de créer des antennes locales dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis, plus rien n'est vraiment clair. Je vais être honnête avec vous. Je n'arrive pas à trancher si cette vidéo est un fake de 1995, un ARG récent, ou bien si c'est bel et bien un élément d'archive du FBI qui aurait été égaré, puis trouvé et uploadé par Dr. Rip. Mais d'un côté, l'histoire du passionné de VHS obscurs est un peu trop belle pour être vraie. Mais d'un autre côté, pourquoi pas? Une fois de plus, Dr. Rip semble être très crédible et sincère. Et puis, je n'ai pas de mal à croire que quelqu'un qui traîne dans les brocantes, vide-grenier ou l'équivalent de Emmaüs aux États-Unis puisse tomber sur ce genre de choses. Sur la masse de VHS collectée par Dr. Rip, les probabilités de tomber sur quelque chose qui n'avait rien à faire dans la nature ne sont pas si basses. Comme nous l'avons vu précédemment, Dr. Rip a déjà uploadé un très grand nombre de contenus, et cette chaîne est en réalité sa 3e. En effet, lorsque l'on upload comme lui des tonnes de contenus, les réclamations pour droits d'auteur vont très vite, et ce type de chaînes sont régulièrement effacées de YouTube. D'ailleurs, il est possible de retrouver des traces de ces anciennes chaînes, et clairement, il ne ment pas. Il y a beaucoup de preuves en ligne prouvant que Dr. Rip est un membre actif de la communauté Lost Media VHS. Et concernant cette cassette, il dit ne pas se souvenir de précisément quand il l'avait trouvée, mais il sait que c'était dans un gigantesque hangar de dépôt-vente de Portland, où il a l'habitude de chiner des cassettes rares ou simplement intrigantes. Donc malheureusement, comme les articles de presse pourtant tirés de journaux qualifiés de « respectables » aux États-Unis sont vraiment ridicules et se démentent tous les uns les autres, il ne nous reste qu'une chose à faire. Croire Dr. Rip, ou bien le féliciter pour ce faux Lost Media très référencé et cohérent. Pour ma part, le doute subsiste, mais je me plais à penser que tout ceci est vrai. Qu'une ou des personnes avaient pour projet de mener une attaque à Disneyland semblable à celle du métro de Tokyo, que l'agent spécial Jerry Hill basé à Portland ait été mis sur l'affaire, que d'une manière ou d'une autre il aurait égaré la VHS ou qu'à sa mort ses affaires auraient été données aux bonnes œuvres, et enfin que Dr. Rip la trouve et l'upload. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Dans tous les cas, j'ai trouvé ce mystère numérique fascinant. Et je me plais à croire qu'il montre à la perfection que derrière une vidéo un peu bizarre, uploadée par une toute petite chaîne, il peut se cacher une grande histoire, impliquant le FBI, une secte japonaise meurtrière, et surtout une colossale dose de hasard pour que cette VHS atterrisse dans les bonnes mains, puis sous nos yeux. Et vous, quel est votre point de vue sur toute cette histoire? Je serais curieux de lire vos avis en commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. C'est juste quelques clics pour vous et ça aidera grandement cette vidéo à être mieux référencée. La suite arrive, restez connectés. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.